an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Hiroshima, j'ai jamais rien regretté. Je pense qu'on a fait une chose formidable. On a sauvé la vie de beaucoup de soldats américains. Et le monde d'aujourd'hui ne s'en porte que mieux. Aujourd'hui, à 75 ans, je n'ai qu'un regret. Ne pas leur avoir lâché 10 bombes atomiques. Des gens estiment sans doute que la bombe a obligé les Japonais à capituler. Mais cela ne rend pas compte de toute la réalité. Le 6 août 1945, à 8h15 du matin, la première bombe atomique de l'histoire explose sur Hiroshima, dans le sud-ouest du Japon. En quelques instants, elle détruit presque toute la ville et entraîne la mort de 130 000 habitants, en majorité des femmes et des enfants. J'ai eu la peau arrachée de l'arrière de la tête au bas du dos. Il y avait aussi mes mains et mes jambes. Le pire, c'était mes bras et mes jambes. J'étais écarlate. Ma peau pendait par lambeaux. La chair était à vif. Je voyais les autres autour de moi dans le même état. Et nous gisions tous par terre. Une femme et son nouveau-né étaient couchés par terre. En m'approchant, j'ai vu que le bébé vivait encore et cherchait le sein de sa mère. Le bébé s'est mis à téter. Sa mère était morte. C'était un spectacle tragique et il n'y avait rien à faire. J'entendais crier de partout. À boire, au secours, j'ai mal. Ils appelaient leur mère. J'entendais des voix et puis brusquement plus rien. Je savais que ce silence signifiait la mort. Certains pouvaient encore marcher, ils avaient les cheveux dressés sur la tête comme ça, et les bras tendus en avant. Ils avaient l'air de revenants. Trois jours plus tard, une deuxième bombe atomique plus puissante encore explose sur le port de Nagasaki. Cette fois, elle tue 70 000 habitants. L'utilisation de la bombe atomique, une terrifiante première, a pour origine des événements qui se sont produits 4 ans plus tôt à Pearl Harbor. Là, l'aviation japonaise attaque par surprise la flotte américaine du Pacifique et tue 2000 militaires. Les États-Unis sont obligés de guerre contre le Japon et l'Allemagne. À Pearl Harbor, ils ont humilié les États-Unis. Ils nous ont discrédités aux yeux du monde entier en révélant la prétention des forces navales et militaires américaines et leur manque de préparation. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. À l'époque de Pearl Harbor, les militaires imposent leurs lois au gouvernement japonais. Pour étendre l'hégémonie du Japon dans tout le Pacifique, au nom de leur divin empereur Hirohito, ils n'hésitent pas à s'attaquer aux États-Unis.
Jamais les Japonais n'avaient subi de défaite militaire. Ils avaient gagné la guerre russo-japonaise, ils avaient été puissants et à cette époque possédaient encore des colonies. Ils avaient leur tradition, leur honneur de samouraï. Ils étaient forts. En 1943, le Japon occupe une grande partie de la Chine, la Mandchourie, les Philippines, Hong Kong, Singapour, la Birmanie et il menace l'Inde. Les Américains et leurs alliés britanniques affrontent un ennemi redoutable, fort d'une armée de 3 millions d'hommes réputés sans pitié, prêts à tous les sacrifices pour leur empereur. Tel est le Japon. Industrialisé, mécanisé, fort de 75 millions d'habitants, enrégimenté et entraîné comme des machines, conditionné et rompu à toutes les ruses pour la réalisation d'un seul rêve, conquérir et dominer le monde entier. La guerre est mondiale. On se bat en Asie et en Europe. Les actualités de l'époque expliquent qu'il s'agit d'une lutte sans merci entre les forces de la liberté et les démons du fascisme. En Allemagne, on parle de national-socialisme ou de nazisme. Au Japon, de nouvelle ère de lumière ou ordre nouveau pour l'Asie. Mais quel que soit son nom, le phénomène se réduit à l'impérialisme militariste le plus classique. Un malheur n'arrive jamais seul, dit-on, et jamais 203. Observez bien ce trio, ces visages. Et si vous les rencontrez, n'hésitez pas. Persécutés par les nazis, de grands savants atomistes européens se sont d'abord réfugiés en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, où l'armée les a pris en charge. Dans les montagnes du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, ils participent au projet Manhattan, un programme de recherche accélérée et ultra secrète destiné à la mise au point de la bombe atomique. À Los Alamos, nous voulions à tout prix mettre au point la bombe atomique avant les Allemands. C'était notre motivation principale. Ces savants européens possédaient les secrets de la fission nucléaire. À Los Alamos, ils ont travaillé sans répit pour maîtriser l'énergie atomique et concevoir l'arme la plus puissante de l'histoire. Au printemps 1945, elle est presque prête. Si elle est devenue inutile contre l'Allemagne au bord de la défaite, elle peut encore être employée contre le Japon. Dans leur progression vers le Japon, enlevant une île du Pacifique après l'autre aux forces japonaises, les Américains subissent de terribles pertes. En février 1945, 6000 soldats meurent lors de la prise d'Iwo Jima. En avril, l'armée américaine débarque enfin sur l'île d'Okinawa, dernier bastion japonais avant les îles principales. On n'avait qu'un objectif, les éliminer à tout prix de la surface de la Terre. Et quand on les a affrontés, on n'a pas manifesté à leur égard plus de pitié qu'il en avait eu pour nos Marines. C'étaient de redoutables adversaires et on a fait le boulot qu'on attendait de nous. 60 000 Marines américains débarquent à Okinawa. Ils affrontent une armée japonaise particulièrement agressive. La bataille d'Okinawa sera la plus sanglante de la Deuxième Guerre mondiale. Ils adoraient tuer des Américains, tuer des Occidentaux. Ils n'aimaient pas les Occidentaux. Ils les considéraient comme des barbares. Pour eux, nous étions méprisables. Ils prenaient plaisir à nous tuer. Mais quand on a compris ça, et qu'on a appris à jouer à ce jeu-là, on est devenu très bon. On en a tué des tas. « 13 avril 1945 à Okinawa. 12 avril aux États-Unis. Le président Roosevelt est mort. Le président Roosevelt est terrassé par une crise cardiaque à un moment crucial de la guerre. Celui qui a engagé les États-Unis dans le conflit mondial et autorisé l'élaboration secrète de la bombe atomique
est remplacé par son vice-président Harry Truman, encore peu connu du public. With great humility, I call upon all Americans to help me keep our nation united in defense of those ideals which have been so eloquently proclaimed by Franklin Roosevelt. Le nouveau président des États-Unis avait commencé dans la confection pour hommes à Kansas City. Il avait gravi un par un tous les échelons du Parti démocrate. Sa nomination en tant que vice-président de Roosevelt avait provoqué la surprise. Au début, je ne l'aimais pas. Je pensais qu'il ne faisait pas honneur aux États-Unis. Il semblait fruste, il avait les manières provinciales du Middle West. Bref, il avait l'air rusto. Mais peu à peu, je me suis mis à l'apprécier. C'était un petit bonhomme coriace, très coriace, extrêmement têtu. Si on essayait de lui forcer la main, il n'en était que plus obstiné. Bien que vice-président, Truman n'avait jamais été proche de Roosevelt. On l'avait exclu du cercle des intimes de la Maison-Blanche. Il fallait le mettre à niveau, comme on dit aujourd'hui. Il ignorait complètement la situation militaire, au contraire de certains vice-présidents qui sont au courant de tout. En 1945, des milliers de scientifiques et de militaires collaborent dans le plus grand secret à l'élaboration de la bombe atomique. Avec un budget de 2 milliards de dollars, c'est le projet militaire le plus coûteux de l'histoire américaine. Pourtant, le nouveau président des États-Unis est à peine au courant. Le ministre de la guerre Henry Stimson l'en informe en détail 2 semaines après la mort de Roosevelt. Truman n'a sans doute pas compris ce qu'était vraiment la bombe atomique. Il avait été artilleur pendant la Première Guerre mondiale. Il donnait l'impression de croire que ce n'était qu'une très grosse bombe traditionnelle, une sorte d'énorme obus. Truman ne comprend pas encore les implications de la nouvelle arme américaine. En revanche, les équipages de la nouvelle force de frappe atomique, au cours de leur entraînement ultra secret dans le désert de l'Utah, commencent à en mesurer la puissance dévastatrice. Un dimanche après-midi, un officier de la sécurité est venu me voir. Il a ramassé une poignée de terre sèche et poussiéreuse et m'a dit « Nous sommes en train de mettre au point une bombe qui transformera une ville entière en cela, en poussière. » Et j'en suis resté complètement abasourdi. Début mai 1945, l'armée soviétique déferle sur Berlin. Tandis que la bataille fait rage dans le Pacifique, les nazis capitulent. Le 8 mai, la guerre s'achève en Europe. À l'origine, le projet Manhattan devait permettre de devancer les nazis dans la conception de la bombe atomique. Les Allemands ont capitulé avant que la bombe ne soit prête. Il ne nous restait donc plus qu'à l'utiliser contre notre dernier ennemi. Much remains to be done. The victory won in the West must now be won in the East. The whole world must be cleansed of the evil from which half the world has been freed. Plus les Alliés approchent du Japon, plus la guerre en Asie devient brutale et sanglante. Les Britanniques avancent en Birmanie et les Américains combattent avec acharnement pour s'emparer d'Okinawa. Les Japonais étaient des combattants indomptables. Ils ne renonçaient jamais. Nous avons débarqué sur l'île avec l'esprit ouvert, plus ou moins. Mais quand nous avons observé leurs tactiques et vu ce qu'ils infligeaient aux prisonniers et aux autres, nous avons compris qu'il fallait les tuer. Et c'est ce que nous avons fait. Il y avait toutes sortes de rumeurs. On disait que si nous étions faites prisonnières, nous serions violées, que les hommes seraient embarqués sur un bateau et jetés par-dessus bord au milieu de l'océan. Nous fuyions l'ennemi, mais nous entendions toujours les mêmes histoires. De nombreux habitants d'Okinawa se suicident plutôt que de tomber aux mains des Américains.
Attaqués sans répit par les commandos suicides japonais, les Américains comptent bientôt plus de 12 000 morts. Les pertes japonaises et okinawaises sont plus lourdes encore. Plus de 100 000 tués. En Amérique, on ne désire plus qu'une chose, en finir au plus vite avec la guerre. In the memory of those who have made the supreme sacrifice, we shall not fail. Les pertes américaines tournent au cauchemar pour Truman. La bombe atomique n'a pas encore été testée et ses conseillers militaires envisagent d'abattre leur dernière carte, l'invasion du Japon. Mais si les Japonais sont capables de tuer tant d'Américains sur une seule petite île du Pacifique, combien pourront-ils en tuer pour défendre leur patrie ? Les Japonais étaient tous prêts à se battre. Même les civils étaient préparés au combat. On leur avait montré comment affûter des lances en bambou et comment se jeter sur les soldats américains au péril de leur vie. Un Japonais ne pouvait rien accomplir de plus grand que de se sacrifier pour son empereur. Les plus réalistes au sein du gouvernement japonais savent que leur pays est vaincu. Pourtant, l'orgueil des militaires et l'honneur de l'empereur interdisent toute reddition prématurée. En cas d'invasion, les chefs d'armée ordonneront à tous les Japonais de se battre jusqu'au dernier, femmes et enfants compris. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient vaincus, qu'ils avaient perdu. C'était contre leur tradition guerrière. Ils avaient été formés pour se battre jusqu'au bout. Leur fierté ne leur permettait pas de solliciter la paix. À cette époque, la stratégie américaine prévoit l'invasion du Japon. L'armée de l'air pilonne donc les villes japonaises avec des armes conventionnelles. Au cours d'un raid sur Tokyo, 100 000 personnes meurent dans un gigantesque incendie. Le Japon n'avait plus aucun armement. Tous les hommes étaient au combat. Il ne restait que les vieillards, les femmes et les enfants. Et c'était les enfants et les adolescents comme moi qui, au lieu d'aller à l'école, devaient travailler toute la semaine, sans arrêt, sans repos, même le dimanche. À l'époque, le Japon était confronté à de graves problèmes de communication. Il n'y avait presque plus de transport, il y avait pénurie de carburant et de nourriture aussi. Les Japonais manquaient de tout, ils ne pouvaient plus rien produire. Ils avaient l'impression que le gouvernement leur avait menti, leur cachait quelque chose. La tension montait entre le peuple et le gouvernement. Coupés du monde par le blocus de la marine américaine, les Japonais commencent à connaître la famine. L'industrie de guerre est entravée par les bombardements. La victoire américaine d'Okinawa a ouvert la voie aux Alliés. En juin, ils n'ont jamais été si près du Japon. L'empereur perçoit le mécontentement populaire et demande à l'amiral Suzuki de former un nouveau gouvernement. Contrairement aux autres militaires, Suzuki admet qu'il est temps de rechercher la paix. Mon grand-père était officier de marine. Il avait beaucoup voyagé. Il savait qu'une fois déclarée, une guerre est gagnée à coup sûr par le pays le plus fort. Il ne pouvait imaginer que le Japon serait capable de vaincre une nation aussi puissante que les États-Unis. Tout le monde voulait la paix. Et c'était devenu son objectif, à lui aussi. Le ministre d'État Shigenori Togo est nommé ministre des Affaires étrangères. Monsieur Togo n'avait qu'un but, arrêter la guerre. C'est la seule raison qui l'a poussé à accepter ce portefeuille. Il devait à la fois convaincre tous les ministres, l'armée et le commandement suprême qu'il fallait à présent arrêter la guerre. Togo ne voit qu'une solution,
Il sait que toute demande de paix aux Américains serait considérée comme une trahison par les militaires. Il demande donc à son ambassadeur à Moscou d'engager des négociations par l'entremise de l'Union soviétique, dernière grande puissance à n'avoir pas déclaré la guerre au Japon. Toutes les grandes puissances étaient contre le Japon. La Grande-Bretagne, l'Amérique et les autres. La seule grande nation encore en paix avec le Japon était l'Union soviétique. En 1941, au nom de l'Union soviétique, Joseph Staline a conclu un pacte de non-agression avec les Japonais. Pourtant, lorsque le Japon s'effondre, plus rien ne garantit que les Soviétiques vont demeurer neutres. Togo espère qu'une fois impliqué dans les négociations de paix, Staline maintiendra l'Union soviétique en dehors du conflit. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Le peuple américain ignorait tout des démarches du Japon pour négocier la paix. En revanche, les sévices infligés aux prisonniers de guerre alliés dans les camps japonais avaient été rendus publics. De toutes parts, la population réclamait des représailles. Je les haïssais parce qu'on avait appris de quelle manière ils traitaient les prisonniers américains et les civils, les Hollandais, les Britanniques, les Américains, etc. À l'époque, cela se savait déjà en Europe et en Amérique. Et je les haïssais parce qu'ils n'avaient jamais signé la Convention de Genève. Et pour moi, cela signifiait une volonté délibérée de cruauté. S'ils l'avaient signé, cela aurait impliqué le choix d'une attitude humaine envers les prisonniers, et non la cruauté. Dans les camps japonais, près de 30 000 prisonniers de guerre alliés et d'innombrables civils sont affamés ou parfois brutalement mis à mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un gars a fait quelque chose qui ne leur a pas plu. Ils l'ont attrapé, ils lui ont ligoté les mains et les pieds et lui ont recouvert le visage, avec un foulard ou quelque chose comme ça. Ils lui ont bandé les yeux pour qu'il ne voie pas. Et puis avec un grand sabre de samouraï, ils lui ont tranché la tête. C'est un spectacle horrible. La tête tombe lourdement d'un côté et le corps de l'autre. Les bras s'agitent encore, les réflexes musculaires fonctionnent encore. 4 millions de soldats japonais sont toujours vivants. 4 millions de fils du ciel qui ont pour devise « À mort les soldats américains ». Finissons-en une bonne fois avec les Japs. Mais croyez-moi, les films qu'on nous montrait, la manière dont les nouvelles étaient présentées, un journal affirmait que les Américains avaient pour mission d'exterminer la vermine. Voilà le niveau où nous étions tombés. Au point qu'on avait forgé une image de ces gens, image qui plaisait aux militaires et aux partisans de la guerre, les présentant comme des sous-hommes, différents de nous, des êtres qui n'auraient pas été des humains normaux. Tandis que les chefs militaires américains préparent l'invasion du Japon, Truman reçoit 2 messages d'une importance capitale. Le premier provient de Los Alamos et l'informe que l'on pourra procéder en juillet à l'essai de la bombe. Le second est un coup de théâtre, transmis par les services d'espionnage. Il annonce que le Japon est prêt à rendre les armes. Les services de décryptage américains interceptent toutes les communications entre le gouvernement japonais et ses ambassades à l'étranger. Truman reçoit un rapport quotidien qui l'informe des messages diplomatiques secrets envoyés par Tokyo. Il est sûr désormais que les dirigeants japonais tentent d'arrêter la guerre. Les États-Unis étaient parvenus à décrypter le code le plus secret des services diplomatiques japonais. Les messages nous parvenaient si vite que nous pouvions parfois les lire avant le gouvernement japonais lui-même. Et un jour où je travaillais seul, j'en ai intercepté un qui émanait du ministère des Affaires étrangères japonais. Il était adressé à Notaka Sato, l'ambassadeur du Japon à Moscou. Il le sommait de requérir pour de bon l'assistance de l'Union soviétique afin d'obtenir le cessez-le-feu.
Je devins donc le premier anglophone des forces alliées à savoir que la troisième puissance de l'Axe approchait de la fin. Encore hésitant quant à la manière de réagir, le président Truman ordonne de garder le secret. Le peuple américain n'en saura donc rien. Quel que soit l'accord de paix mis en place, il est essentiel de définir auparavant le sort réservé à l'empereur Hirohito. Pour les Alliés, c'est un criminel de guerre au même titre que Hitler et Mussolini. Mais pour les Japonais, il est l'incarnation vivante du Japon. S'il est menacé, ses soldats sont prêts à combattre jusqu'au dernier. Hirohito est considéré comme un dieu et par conséquent au-dessus de tous. L'empereur était une sorte de symbole religieux qui maintenait la cohésion du Japon tout entier. On peut voir les choses autrement, mais c'était un fait. L'empereur était le grand unificateur du Japon, et cela, on ne pouvait pas le négliger. Truman a exigé du Japon une reddition sans condition. À présent, on lui conseille de modérer son discours et d'autoriser les Japonais à conserver leur empereur afin qu'il leur soit possible de capituler. L'amiral Leahy, chef d'état-major du président Truman, lui suggère « Pour obtenir leur reddition, faisons des concessions ». L'ex-président Herbert Hoover enjoint Truman de les laisser garder leur Mikado. De son côté, le sous-secrétaire d'État Joseph Grew affirme que ne pas garantir la vie de l'empereur revient à prolonger la guerre. MacArthur, commandant en chef des forces alliées du Pacifique, avertit que la pendaison de l'empereur serait pour eux comparable à ce qu'est pour nous la crucifixion du Christ. Par contre, James Burns, ancien ministre de la mobilisation des armées sous Roosevelt et secrétaire d'État sous Truman, est le seul à conseiller au président de ne faire aucune concession à l'empereur. Burns était un administrateur expérimenté et intransigeant. Du temps où il était sénateur, il était plus accommodant, plus détendu. Mais après son arrivée à la Maison-Blanche, il n'a plus pensé qu'au travail. Il s'est révélé un gestionnaire très ferme, très efficace. Les journalistes le surnommaient le président adjoint. Burns était inflexible. Undeterred by temporary setbacks, and ever willing to accord to others that tolerant understanding that we wish others to accord to us, we must not relax in our efforts. Ancien confident de Roosevelt, Burns connaît le projet Manhattan dans ses moindres détails. Il plaide auprès de Truman en faveur de l'utilisation de la bombe atomique. Sous son influence, le président rejette en bloc tous les conseils qui l'inciteraient à modifier ses conditions pour la reddition du Japon. The Japanese now know that their dreams of conquest are shattered. They hope that our desire to see our soldiers and sailors home again, and the temptation to return to the comforts and profits of peace, will force us to settle for some compromise short of unconditional surrender. They should know better. Selon l'opinion générale, les Japonais ne se rendent jamais. Bien sûr, nous ignorions que la bombe atomique se profilait à l'horizon et qu'elle constituait le véritable motif de cette intransigeance. Dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique de l'histoire est prête à temps pour son essai baptisé du nom de code Trinity. On nous avait donné un verre de protection pour soudeur, pour éviter que nous ne soyons aveuglés. Je le tenais devant mes yeux avec des gants, pour qu'aucune lumière ne pénètre par les côtés. Et puis, comme je suis très prudent, j'avais également mis des lunettes de soleil et le compte à rebours a commencé. Et je me souviens de ma première impression. J'étais déçu, c'est tout. Et puis je me suis rappelé que je portais tous ces écrans devant les yeux. Alors quand l'intensité a diminué, j'ai écarté un peu le verre de soudeur et j'ai regardé vers le bas. Vous savez, c'était avant l'aube, il faisait encore nuit.
Et j'ai eu la même impression que lorsqu'on ouvre brusquement les rideaux d'une pièce obscure et que pénètre un soleil éclatant. Alors j'étais vraiment impressionné. Et bien sûr, je me suis tout de suite demandé, que va-t-il se passer quand on utilisera vraiment cette bombe ? J'ai senti que nous avions là une arme faramineuse, qu'elle serait sûrement très utile dans la Deuxième Guerre mondiale. Et que c'était une grande menace pour l'avenir. Peu avant la date prévue pour l'essai de la bombe, Truman et Burns quittent les États-Unis pour se rendre à la conférence de Potsdam en Allemagne. Là, avec Churchill, ils chercheront à réfréner les ambitions de Staline qui prépare l'expansion du communisme en Europe et en Asie. Bien que les deux superpuissances, États-Unis et Union soviétique, soient toujours alliées, elles complotent déjà secrètement l'une contre l'autre. Dans son journal, Truman écrit alors « Si notre bombe explose, j'aurai les moyens de convaincre ces gars-là ». Le message annonçant la naissance du bébé atomique parvient à Truman juste après son arrivée à Potsdam. Truman était fou de joie quand il a appris que l'essai Trinity était une réussite. Il était très satisfait. Il était enchanté. Enfin, enchanté n'est pas le mot juste. Il pensait que cela permettrait de conclure la guerre rapidement, d'épargner la vie d'Américains et d'épargner la vie de Japonais. À présent, l'empereur Hirohito intervient personnellement pour stopper la guerre. Il autorise l'envoi d'un message à Staline. Le message disait « Sa Majesté ne peut supporter que les victimes, les désastres et les sacrifices augmentent jour après jour. Elle souhaite arrêter la guerre le plus vite possible. » C'est à Potsdam que Staline est informé de l'intervention sans précédent de l'empereur du Japon. Les Japonais demandent si le dirigeant soviétique peut recevoir un émissaire de la maison impériale, le prince Konoye, afin de négocier les modalités d'un cessez-le-feu. Il y avait un problème. L'émissaire japonais était un prince, un membre de la famille impériale. On en a beaucoup discuté à différents niveaux. S'il avait été Premier ministre, ça aurait été différent. Mais notre attitude envers les empires était, vous le savez, absolument négative. Nous ne savions pas qui le rencontrerait. Il n'était pas imaginable que Staline en personne le reçoive. Lorsque Staline l'informe du message de l'empereur Hirohito, Truman convient avec lui de ne rien faire qui accélère la reddition japonaise. La bombe atomique américaine est prête. Truman manœuvre pour que son pays puisse imposer unilatéralement ses conditions de cessez-le-feu sans le concours de Staline. Il était logique que les Américains veuillent nous dissuader de négocier la paix. Après tout, ils voulaient démontrer qu'ils pouvaient arrêter la guerre tout seuls. À Potsdam, Truman écrit dans son journal « Télégramme de l'empereur du Japon demandant la paix. Les Japs lâcheront avant l'intervention de la Russie. Je suis certain qu'ils céderont quand ils verront Manhattan au-dessus de chez eux. » À présent, Truman est conscient de posséder l'arme qui va dominer le monde de l'après-guerre. Staline veut étendre la domination soviétique jusqu'au Pacifique. Comme les Américains l'avaient prévu, il a l'intention de déclarer la guerre à l'empereur pour s'emparer des territoires annexés par les Japonais en Asie. Il envisage même d'envahir le Japon lui-même. Burns s'inquiétait beaucoup. Il ne faisait aucune confiance aux Russes. Il pensait, je crois, qu'un nouveau type de conflit entre les États-Unis et la Russie allait apparaître dès la fin de la guerre. À Potsdam, Truman et Burns décident donc en secret d'utiliser la bombe atomique contre le Japon. Leur but est de contrer les ambitions de Staline en Europe et en Asie.
Dès que les responsables militaires américains ont compris que le Japon était sur le point de se rendre, et ils l'ont su, ça ne fait pas de doute, ils ont voulu éviter que les Soviétiques ne se mêlent de ce conflit. Ils ne voulaient pas occuper le Japon avec eux. Burns était persuadé que cette démonstration de force nous mettrait en position de supériorité, pendant 10 ans au moins. Il en était certain, je crois, et son intransigeance vient de là. Nous pensions également que ça ferait réfléchir les autres pays. S'ils savaient que nous l'avions, que nous étions les seuls à l'avoir, ce serait comme une épée de Damoclès au-dessus de tout le monde. Sur le plan diplomatique, nous pourrions obtenir des attitudes plus raisonnables. À 1500 km de l'archipel du Japon, sur l'île de Tinian, la force de frappe atomique se prépare à passer à l'action. Elle a pour nom de code 509e Composite Group. Eh bien voilà, on est arrivé là-bas en mai. Et pour gagner nos galons, pour entraîner nos hommes, on a largué une par une des bombes de 5 tonnes sur des villes japonaises, sur des usines. Il fallait s'habituer au territoire ennemi et en même temps, on testait la précision de nos bombardements. En juillet 1945, l'armée de l'air japonaise est quasiment anéantie. Elle ne menace plus les Américains. Je me sentais en sécurité comme un touriste en balade. Il n'y avait aucun danger. Les Japonais n'avaient plus d'avions de combat capables de monter en haute altitude. Nous, on survolait le Japon à 9 ou 10 000 mètres. Il y avait donc peu de danger. Les militaires japonais ignorent tout de la bombe atomique. Ils croient encore qu'ils peuvent repousser une invasion américaine. Pourtant, au sein du gouvernement, les partisans de la paix savent que le seul espoir du Japon est de négocier. Le Premier ministre Suzuki attend anxieusement les résultats de la conférence de Potsdam. Le Japon avait demandé à l'Union soviétique de jouer les médiateurs pour mettre fin à la guerre. Pourtant, les soviétiques remettaient sans cesse leur accord à plus tard. Ils avaient tout de même promis de prendre une décision après la conférence de Potsdam. Le Japon s'est donc résigné à attendre la réponse des Alliés à l'issue de la conférence, après la déclaration de Potsdam. Staline ne tient aucun compte du message de l'empereur. Dans la déclaration de Potsdam, les Alliés lancent un ultimatum au Japon. Ils exigent à nouveau sa capitulation sans condition. À défaut, le Japon doit s'attendre à une destruction totale et immédiate. Rien ne garantit à l'empereur qu'il pourra conserver son trône. James Burns a en effet obtenu à la dernière minute la suppression de la clause qui lui garantit son statut. La déclaration de Potsdam ne précisait pas si le régime impérial serait maintenu après la guerre, ni quel sort serait réservé à l'empereur. Pour nous, c'était très mauvais signe. Notre décision d'accepter ou de rejeter la déclaration de Potsdam reposait entièrement là-dessus. Le Conseil des ministres a donc décidé de répondre par le silence à la déclaration de Potsdam. En japonais, on dit « le silence tue ». Truman, en quittant Potsdam, se rend à Plymouth où l'accueille George VI. Il parle de la bombe. À présent, la décision est prise. En effet, Truman a donné l'ordre de lancer la bombe sur le Japon la veille même de la déclaration de Potsdam. La réaction des Japonais importe peu. Il n'y aura pas de paix négociée. Truman et Burns n'ont jamais eu l'intention de permettre au Japon de capituler avant d'avoir pu larguer la bombe.
Le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées en Europe, éprouve les plus grands scrupules sur l'utilisation de la bombe. Il n'était pas nécessaire de les frapper avec cette chose atroce, dira-t-il plus tard. La première bombe atomique est baptisée Little Boy. À elle seule, elle a le pouvoir de détruire une ville entière. La réaction en chaîne déclenchée dans son noyau d'uranium en fait une arme de destruction totale. À Tinian, le colonel Paul Tibbets, commandant de l'escadrille de la force de frappe atomique, reçoit l'ordre de se préparer à lâcher la bombe. On ne savait rien sur cette bombe. On ne savait pas si ça allait marcher, si nous n'allions pas nous désintégrer en même temps que le reste. Le 4 août, je crois, le colonel Tibbets nous a dit que notre première mission était prévue pour le 6 et qu'on allait larguer Little Boy sur l'une de ces 4 villes. Hiroshima, Kokura, Nagasaki ou Niagara. Tout dépendait de la météo. Si les conditions étaient bonnes à Hiroshima, on n'irait pas ailleurs. Des comités secrets constitués par Truman avaient été chargés de réfléchir à la manière d'utiliser la bombe. Ils avaient recommandé de choisir une ville jusque-là épargnée par les raids aériens pour pouvoir mesurer sa puissance de destruction sur les bâtiments et sur la population. La cible devait être des usines d'armement entourées de cités ouvrières. L'explosion ne devrait être précédée d'aucune mise en garde. Il n'était pas question d'épargner des vies humaines en lâchant la bombe sur une région inhabitée du Japon. Cette décision faisait des populations civiles des cibles privilégiées. C'était en complète contradiction avec les règles de la guerre, ces règles dont les États-Unis se réclamaient plus que toute autre nation. 6 bombardiers B-29 décollent. Le colonel Tibbets, responsable de cette mission, pilote Enola Gay, ainsi nommé en l'honneur de sa mère. C'est lui qui doit larguer la bombe. 2 appareils le suivent. L'un transporte des instruments pour mesurer l'impact de l'explosion, l'autre du matériel pour photographier et filmer. Le reste de l'escadrille part en avant-garde, vérifier les conditions météo. Cette fois, c'était la bonne, j'en étais sûr. On s'entraînait depuis 9 mois et cette fois, on touchait au but, quel qu'il soit. Nous n'avions qu'une idée en tête. On doit y arriver pour arrêter cette guerre. On doit réussir, on ne peut pas se planter. Au petit jour, après 6 heures de vol, l'escadrille américaine arrive en vue des côtes japonaises. Le matin du 6 août, il faisait beau à Hiroshima. Le ciel était bleu. On a vu un B-29 arriver au-dessus de la ville, suivi par une traînée blanche. Tout le monde le montrait du doigt. Il faisait un temps de rêve ce jour-là. On distinguait parfaitement l'objectif. Je reconnaissais tout. Toutes les rivières qu'on avait étudiées sur les photos aériennes, sur les cartes et sur les images radars. On aurait pu se diriger les yeux fermés dans cette ville. L'objectif choisi est un pont très fréquenté au centre d'Hiroshima. La bombe doit exploser à 540 mètres au-dessus de la ville. On voyait le pont d'Hiroshima. Cet objectif qu'on avait étudié encore et encore, on le voyait, là. Et on savait que Tibbets le visait et qu'il allait l'avoir. À l'heure où les habitants d'Hiroshima se rendent à leur travail, le colonel Tibbets donne l'ordre. C'est le début de l'ère atomique. Il est 8h15 du matin. J'ai vu la bombe qui tombait de l'appareil. Bien sûr, je la voyais beaucoup plus nettement que lui ou que les gars qui étaient avec lui. Et je me suis dit, pour le meilleur ou pour le pire, il est trop tard pour faire marche arrière.
On a regardé en l'air et on a crié « un B-29 ». Un peu plus tard, les professeurs sont sortis dans la cour et notre chef de classe a hurlé « tout le monde en rang ». À ce moment-là, tout a vibré et il y a eu un grondement assourdissant. D'un seul coup, on s'est retrouvé dans le noir complet. On n'y voyait plus rien, même pas le sol devant nous. Je n'avais pas idée de ce qui se passait. Ça a été si soudain, c'était magnifique. Rouge, jaune, bleu, vert et une sorte d'orange. Un mélange de couleurs extraordinaire. Moi, je n'ai rien entendu, j'ai simplement vu ces couleurs se déployer juste devant mes yeux. C'était si beau. Ça bouillonnait. Ça montait dans le ciel avec un grondement. Le nuage roulait et on voyait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des couleurs tellement belles, impossibles à décrire. Plein de couleurs. Des violets qui se transformaient en orange, des oranges qui se transformaient en je ne sais plus. Nous devions faire demi-tour pour nous éloigner le plus vite possible du lieu de l'explosion. Pourtant, à ce moment-là, nous étions à 9000 mètres. J'ai regardé cette ville qui, un instant plus tôt, baignait dans le soleil du matin. Elle était maintenant recouverte d'un épais nuage de fumée, gris, marron, noir. Et puis il s'est mis à pleuvoir de grosses gouttes. À ce moment-là, bien sûr, nous ne savions pas que cette pluie était contaminée. C'était une pluie noire. Nous étions trempés. Ma jambe baignait dans cette pluie noire. Tout à coup, j'ai réalisé que je n'avais plus de pieds. C'était un spectacle horrible. On entendait partout des gens qui gémissaient à boire, et qui appelaient leur mère. C'était vraiment l'enfer. Si on ne l'a pas vécu, c'est impossible d'imaginer ce que c'était. Les morts et les vivants étaient couchés côte à côte. C'est impossible à décrire. On ne pouvait pas faire la différence entre les vivants et les morts. En essayant de m'enfuir, j'ai découvert des victimes partout. Il y avait des gens étendus, les bras en avant, comme ça, la peau arrachée, les vêtements en lambeaux. Nous étions tous presque nus, pieds nus. Nous nous traînions pour sortir de là, pour essayer de fuir. On aurait dit des revenants. J'ai croisé un homme dont le torse était criblé d'éclats de verre. Un autre n'avait plus du tout de peau sur le visage et sur le torse. On ne voyait que la chair rouge, à vif. Il y avait une femme avec un œil arraché. Je ne sais plus si c'était le gauche ou le droit. Elle était couverte de sang. Et au milieu des cadavres, j'ai vu une scène atroce. Une femme dont le ventre avait éclaté, les intestins répandus autour d'elle. Il y avait un bébé couché, à côté de sa mère morte. Il n'avait plus de peau ni l'un ni l'autre. Le bébé était encore vivant. Et il pleurait, pleurait. Je n'ai jamais pu oublier ces cris.
Ce matin-là, à Hiroshima, la déflagration tue d'un coup près de 130 000 habitants. Comme l'avaient prévu les scientifiques, la ville est entièrement détruite. En l'espace de 5 ans, 100 000 autres personnes succomberont à leurs brûlures et aux effets de l'irradiation. On savait que la mission s'était accomplie comme prévu, comme elle devait l'être. On était heureux que cela ait marché et qu'on soit entier. On était fatigués et on avait encore 6 heures devant nous avant d'atterrir. Alors j'ai fait une petite sieste. J'ai d'abord mangé un sandwich et bu un jus d'ananas. On buvait tout le temps du jus d'ananas. Et puis j'ai fait la sieste. Et en me réveillant, j'ai allumé un cigare. Et on a continué à tracer dans le ciel jusqu'à ce qu'on arrive à la base. Après l'atterrissage, on est passé au rapport, on a rendu compte de la mission, et il y a eu une grande fête. À son retour à la base de Tinian, le colonel Tibbets est décoré de la médaille militaire. Truman et Burns apprennent la nouvelle sur le bateau qui les ramène en Amérique après la conférence de Potsdam. C'est le plus grand événement historique de tous les temps, déclare Truman à l'équipage avant de s'adresser au monde entier. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. On that day, ce jour-là, à Los Alamos, tout le monde jubilait. Et je dois dire que ça a eu un effet négatif. Qu'on puisse être heureux à cause de ça, à n'importe quel prix, ce n'était pas possible. Deux jours après Hiroshima, Staline envoie les troupes soviétiques attaquer les Japonais en Mandchourie. Il a compris que la fin est proche. Il avance l'invasion d'1 semaine. Il veut occuper le nord de la Chine et être le premier au Japon avant que l'empereur ne capitule. Truman croyait pouvoir mettre un terme à la guerre sans que l'Union soviétique ne s'en mêle. Il a fait très vite pour s'assurer que l'Union soviétique ne participerait pas aux dernières opérations contre le Japon. Si les bombes atomiques ont été lâchées, ce fut d'une part pour les tester, et d'autre part pour empêcher l'armée rouge de se retrancher en Chine, ou, pire encore du point de vue américain, de descendre jusqu'au Japon par les îles. En quelques jours, les unités d'élite de l'armée japonaise de Mandchourie se rendent aux forces soviétiques. La débâcle de l'armée japonaise en Mandchourie a été décisive. C'était une armée entière, avec 1 200 000 soldats et 147 généraux, l'élite de l'armée japonaise, complètement anéantie. Rendez-vous compte. La Mandchourie, qui depuis plus de 10 ans subit le joug de l'occupation japonaise, accueille les soldats soviétiques en libérateurs. Sur sa lancée, l'armée rouge pénètre en Corée du Nord, s'empare de plusieurs ports stratégiques sur le Pacifique et menace le Japon. L'entrée en guerre de l'Union soviétique a porté le coup fatal au Japon, en particulier aux militaires. C'est incontestable. L'intervention soviétique a mis le gouvernement à genoux et l'armée ne s'en est pas relevée. Mais les militaires japonais s'évertuent à minimiser l'ampleur de la défaite en Mandchourie et à dissimuler au peuple la destruction d'Hiroshima. La radio ne parle ni de leur capitulation devant les Russes, ni des atrocités de la bombe atomique.
Tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait un nouveau type de bombe. Une bombe énorme, très puissante. Le bruit courait qu'il fallait s'habiller en blanc parce que les gens qui portaient des vêtements blancs étaient mieux protégés que les autres. Le ministère de la guerre japonais est dans l'impasse. Et les conseillers de l'empereur Hirohito se divisent en deux clans. Ceux qui veulent capituler sans attendre et ceux qui veulent se battre jusqu'au bout. D'après ce que nous savions, d'après ce que savait notre gouvernement, la première bombe n'avait pas modifié l'attitude de l'empereur ou du ministère de la guerre japonais. Il n'était pas plus disposé qu'avant à accepter la déclaration de Potsdam. Et ni les Suisses, ni personne n'avait le sentiment qu'il pouvait changer d'avis. Les Américains tiennent absolument à utiliser leur seconde bombe atomique. Une bombe au plutonium cette fois, surnommée Fat Man. L'équipage inscrit dessus des messages destinés au peuple japonais et à l'empereur. Il y avait écrit « Allez au diable, vous et votre empereur ». Vous savez, ça fait 50 ans. Je ne me souviens pas de tout, en tout cas, il y avait beaucoup d'inscriptions. La menace d'une invasion soviétique au Japon inquiète Truman et Burns. Ils ne sont pas disposés à attendre la réponse des Japonais. Une seconde force de frappe atomique est envoyée pour faire exploser une bombe sur le port de Nagasaki. Tout à coup, celui qui était chargé de larguer la bombe s'est mis à crier « Je vois la cible ». Il m'a fait signe de virer à droite, ce que j'ai fait, bien sûr. Il venait de repérer l'objectif, l'usine d'armement Mitsubishi. Et on a lâché la bombe. En repartant, on a regardé en bas et on a vu la même chose qu'à Hiroshima. Un énorme nuage horizontal déployé sur la ville. On ne la voyait plus. Et puis, un nuage vertical qui commençait à apparaître. Et après, un énorme champignon qui cette fois se formait au sommet. J'ai vu un corps allongé sur le ventre, tout noir. Je ne pouvais pas voir qui c'était. Je l'ai retourné, les mains étaient plaquées sur le visage. J'ai écarté les mains. Alors j'ai vu qui c'était. C'était ma sœur. J'ai cherché ma mère dans les décombres. J'appelais « Mère, mère, mère » de toutes mes forces, en poussant les gravats comme une folle. Et puis j'ai vu les voisins, tous les deux complètement brûlés, le corps tout noir. Je ne trouvais pas ma mère. Je me suis dit qu'elle avait dû se réfugier dans la maison voisine. J'y suis allée, et là j'ai trouvé ma belle-mère et ma propre mère, toutes les deux mortes, allongées côte à côte. J'ai été brûlé, très gravement brûlé et irradié. J'ai d'ailleurs failli mourir. Plus tard, j'ai eu toutes sortes de maladies parce que j'avais été contaminé. J'ai été hospitalisé au moins 15 fois. J'ai tenté de me suicider. Je haïssais la bombe atomique. Je détestais l'Amérique, le pays qui a lâché la bombe. J'ai beaucoup de rancœur à l'égard des Américains. La bombe lâchée sur Nagasaki détruit presque toute la ville, tuant cette fois plus de 70 000 civils. Au total, plus de 200 000 personnes mourront immédiatement après la déflagration des deux bombes atomiques. Au cours des années suivantes, 100 000 autres succomberont aux effets de l'irradiation. Les Américains, qui ont soigneusement enregistré les effets des explosions atomiques grâce au matériel scientifique chargé à bord des bombardiers, transmettent ces données aux physiciens de Los Alamos. Mais nous étions fous de joie à l'idée d'avoir enfin rendu la monnaie de leurs pièces,
aux Japonais. Ils l'avaient bien cherché, et cette vengeance nous procurait un immense plaisir. Tout cela nous excitait beaucoup. Nous avons passé la nuit à parler, à nous dire que nous ne serions sans doute pas obligés d'envahir le Japon et de tous mourir là-bas. Je crois aussi que quand le premier coup est réussi, on se dit forcément que le second va l'être encore plus, et que ce sera la cerise sur le gâteau. Truman a déclaré que les bombes atomiques ont mis fin à la guerre et ont permis d'épargner des vies américaines. Mais l'invasion du Japon par l'Amérique ne devait avoir lieu que 3 mois plus tard, en novembre. Et Truman tenait de ses conseillers que l'empereur Hirohito aurait sûrement capitulé avant. Il n'était donc pas nécessaire d'utiliser la bombe pour vaincre le Japon. La doctrine officielle de l'époque, c'était « Nous allons envahir le Japon ». Et puis voilà que cette arme démesurée est lâchée sur Nagasaki et sur Hiroshima et que la guerre s'arrête. Bien sûr, on peut toujours prétendre que des vies ont été épargnées, mais rétrospectivement, on sait que le Japon était sur le point de capituler, donc aucune vie n'a été sauvée. Rien n'imposait de lâcher la bombe. Pas plus la première que la seconde. Pour la seconde, c'est une évidence. Quant à la première, cela ne servait à rien puisqu'on sait maintenant avec certitude que les Japonais auraient capitulé au début de l'automne. En réalité, les bombes n'ont permis que de gagner 1 mois ou 2, 3 au maximum. Mais l'opinion américaine, qui voulait sa revanche sur Hirohito, approuve massivement l'utilisation de la bombe. Selon un sondage réalisé quelques jours après, 85% des Américains y étaient favorables. Et une écrasante majorité de la population croit que Truman dit vrai lorsqu'il explique que la bombe a mis fin à la guerre et a épargné des vies humaines. En réalité, il y avait aussi d'autres raisons. Pourquoi n'aurions-nous pas lâché la bombe? Nous avions consacré des sommes énormes et des efforts considérables à l'élaboration de cette arme. Il fallait bien les justifier. Dans ces cas-là, on ne réfléchit pas vraiment. C'est ce que j'appelle la dynamique militaire. On a une arme toute neuve, alors naturellement on l'utilise. À l'époque, les militaires ne raisonnaient pas autrement. À mon avis, si le président n'avait pas lâché la bombe, il aurait été mis en accusation par le Congrès. L'empereur Hirohito se soumet à l'inéluctable. Le 14 août, depuis son palais, il enregistre pour la radio l'annonce de la capitulation. Le soir même, des officiers fanatiques qui se refusent encore à accepter la défaite tentent de s'emparer de la bande magnétique pour empêcher sa diffusion. Les officiers nous ont enfermés et ils ont essayé de mettre la main sur le message enregistré par l'empereur. Ils ont soumis le chef du service d'information et le chef du service technique à un véritable interrogatoire pour savoir où était la bande. Mais ils n'ont rien dit. Nous l'avions caché en lieu sûr dans la chambre d'une dame d'honneur. Cette dernière tentative des militaires jusqu'au-boutistes tourne court, et ses instigateurs sont vite arrêtés. Le lendemain, 15 août, la radio diffuse le message de capitulation de l'empereur. Les Japonais entendent alors la voix de leur souverain pour la première fois. Je crois que nous avons tous eu l'impression d'assister à un prodige en écoutant le discours de l'empereur et en apprenant que la guerre était finie. Tout le monde était sûrement très, très ému. Mais en même temps, nous savions aussi que nous étions vaincus. Et personne ne veut être vaincu, quel que soit le pays auquel on appartient et quelle que soit la guerre. À mon avis, les Japonais ont éprouvé ces sentiments contradictoires. Les Américains avaient plusieurs raisons de lâcher la bombe. Un désir de revanche, l'envie d'essayer une arme nouvelle, les 2 milliards de dollars investis dans sa fabrication. Tout cela a pesé sur la décision de Truman. Mais plus que tout, le gouvernement américain voulait donner à l'Union soviétique la preuve de sa supériorité absolue. Burns disait à Truman qu'on ne pouvait pas faire confiance aux Russes et qu'il valait mieux leur donner un aperçu de notre puissance.
give them some idea of the power that we possess. L'armée rouge a atteint le centre de l'Europe. En Asie, les forces soviétiques s'apprêtent à envahir le Japon. Burns a convaincu Truman que la bombe permettrait aux Américains de dicter leurs conditions, qu'elle rendrait Staline plus docile en Europe et arrêterait l'expansionnisme soviétique en Asie. Le message est reçu. Staline annule l'invasion imminente du Japon, mais il ne dessert pas l'étau en Europe de l'Est. Lâcher la bombe, c'était une façon de dire qu'on n'hésitait pas à utiliser les grands moyens. Les grands moyens, c'était l'expression consacrée. Vous savez, on a oublié qu'à l'époque, sur le plan diplomatique, il pouvait être décisif de montrer aux Russes qu'on n'hésitait pas à durcir le jeu. À bord du navire de guerre Missouri mouillé dans la baie de Tokyo, le général MacArthur s'apprête à accepter la capitulation du Japon. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure Il a fait un discours bref, mais magnifique. Je croyais que le commandant en chef des forces alliées allait nous mener la vie dure. J'étais sous le choc en entendant MacArthur prononcer ces trois mots. Liberté, justice, tolérance. En écoutant le discours de MacArthur, je me suis dit, si le Japon avait gagné la guerre, le commandant japonais aurait-il dit la même chose? I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Tachikazu Kase rend compte à l'empereur du déroulement de la cérémonie. L'empereur poussait de gros soupirs. Il craignait que la délégation japonaise ne soit humiliée. Mais quand j'ai souligné ces trois mots, liberté, justice, tolérance, l'empereur s'est mis à pleurer. Tout en exigeant la capitulation sans condition, Truman conclut un accord secret avec le Japon par l'entremise de l'ambassade de Suisse. Après l'explosion des 2 bombes atomiques, il consent à reconnaître à l'empereur la possibilité de conserver son statut. C'est donc un revirement complet par rapport aux positions qu'il soutenait à Potsdam. S'il avait fait cette concession en juillet, voire avant, la paix aurait pu être négociée. Sans recourir à la bombe atomique, on aurait épargné des centaines de milliers de vies. Tel que je vois les choses, la bombe a prolongé la guerre. La paix aurait pu être conclue dès le mois de mai, par voie diplomatique. Mais à ce moment-là, aucun haut responsable ne voulait entendre parler de diplomatie. C'est pour cela que la guerre a duré. Parce que tout le monde s'était mis dans la tête que le seul moyen d'arrêter la guerre était de lâcher la bombe sur une ville. Truman vient de remporter la victoire sur un ennemi détesté pour lequel personne n'éprouve de pitié. Dans l'euphorie générale, très peu d'Américains prennent le temps de réfléchir aux conséquences de l'utilisation de l'arme atomique sur des populations civiles. L'utilisation de la bombe atomique fut criminelle et inutile. Nous n'avions tout simplement aucun besoin de nous en servir. Je ne crois pas qu'à l'époque le président Truman ait eu des scrupules. Plus tard, lorsqu'il a réalisé, en même temps que tout le monde, la nature du danger et le tort fait aux populations civiles, il a déploré d'avoir dû utiliser la bombe. Mais à mon avis, il n'a jamais douté de la nécessité de cette décision.
J'estime que c'était absolument inhumain, même au beau milieu de la guerre et de ses atrocités. Je me demande d'ailleurs si à ce moment-là, à l'exception de ceux qui avaient fabriqué la bombe, l'humanité réalisait ce qu'on déchaînait sur le monde. « 15 jours après Hiroshima et Nagasaki, Staline fait passer la recherche nucléaire au rang des priorités absolues. La première bombe atomique soviétique explosera en 1949. 3, 2, 1... En 1964, la Chine fait à son tour exploser sa première bombe atomique. Aujourd'hui, 50 ans après les premières bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, plus de 20 pays disposent d'un arsenal nucléaire ou s'emploient activement à le constituer. Il faut que le monde sache. Les victimes des bombes atomiques se sont vues refuser le droit de mourir comme des êtres humains. Nous, les survivants, ne voulons plus jamais voir utiliser la bombe atomique. Sous aucun prétexte. Les bombes d'il y a 50 ans étaient des armes expérimentales comparées à celles d'aujourd'hui, qui sont des centaines de fois plus puissantes. Ceux d'entre nous qui ont été contaminés il y a 50 ans souffrent toujours des effets de l'irradiation. Nous voulons que le monde le sache. À la guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que des victimes. Personne ne doit plus jamais endurer ce que nous avons vécu. Nous souhaitons l'éradication totale des armes nucléaires. C'est notre vœu le plus cher. Écoutez la voix des survivants, s'il vous plaît. Essayez de tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des arsenaux nucléaires soient détruits. Nous vous le disons du fond du cœur.